Europe 1, bonjour, il est 6h. Europe 1 matin. 6h, 9h, Sébastien Le Belzic. Nous allons gagner, c'est la promesse de Kamala Harris qui a lancé sa campagne après le retrait de Joe Biden. Elle a comparé son futur adversaire Donald Trump à un prédateur et un escroc. Reportage dès le début de ce journal. C'est une information Europe 1. 2 drones ont été interceptés le week-end dernier à proximité du village olympique. De quoi inquiéter à 3 jours de l'ouverture des Jeux. Gabriel Attal se rend ce matin sur la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay en région parisienne, là où se trouve la police du ciel. La droite républicaine présente son pacte législatif, une dizaine de textes censés répondre aux urgences du pays. La droite qui refuse pour autant d'entrer dans une coalition gouvernementale. Et puis direction Saumur, dans le Maine-et-Loire, l'abbaye de Fontevraud consacre une exposition au peintre français Bernard Buffet, peintre décrit dans les années 50 comme le nouveau Picasso. Europe 1. Bonjour Émilie Dess. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Elle a été propulsée dans la course à la Maison-Blanche après le retrait de Joe Biden. Selon un décompte de CNN, Kamala Harris est soutenue par suffisamment de délégués démocrates pour être désignée candidate. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Kamala Harris a lancé sa campagne. Oui, cet accueil, c'est celui réservé à Kamala Harris par l'équipe de campagne de Joe Biden, qui est maintenant la sienne. Une première rencontre enthousiaste et émue, notamment quand Joe Biden a pris la parole via téléphone. Et Kamala Harris n'a pas perdu de temps avant de s'en prendre à Donald Trump, elle qui fut procureure. I took on perpetrators of all kinds. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Cette pugnacité donne évidemment un coup de fouet aux démocrates dans le pays. C'est le cas de Linda, interrogée par une chaîne du Wisconsin. I'm also kind of relieved and hopeful. Like I feel like I can breathe again. Les réseaux sociaux se sont pris d'engouement pour Kamala Harris. Morgane Debonne, une femme d'affaires afro-américaine, raconte son expérience. Last night, I joined a call with over 40,000 black women. And in 90 minutes, this group raised over $1 million for Kamala. L'optimisme se trouve désormais chez les démocrates, mais il reste tout de même plus de 100 jours avant l'élection. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Les yeux du monde seront fixés sur vous, c'est le message de Gérald Darmanin envoyé à tous ses agents à quelques jours de l'ouverture des JO. Et quelques 35 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en moyenne chaque jour pour sécuriser les Jeux, jusqu'à 45 000 rien que pour la cérémonie d'ouverture, 18 000 militaires aussi. Le ministre de l'Intérieur leur demande de présenter le plus beau visage de la France et de porter haut les couleurs de notre pays. Et Gabriel Attal, lui, se rend ce matin sur la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay en région parisienne, là où se trouve la police du ciel. Et des aviateurs spécialistes de la sécurité aérienne mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Premier ministre se verra présenter le dispositif de lutte anti-drone. Selon une information Europe 1, 2 engins ont été interceptés le week-end dernier par l'armée de l'air à proximité du village olympique. Les drones ont pénétré dans une zone d'interdiction temporaire. De quoi inquiéter à 3 jours de l'ouverture des Jeux, Caroline Baudry. Il est 15h30 dimanche quand un drone est signalé au-dessus de la zone du village olympique. Selon les informations d'Europe 1, 2 engins seraient alors brouillés par les dispositifs anti-drones déployés dans la zone. Les militaires tentent en vain d'intercepter l'un des aéronefs et c'est à terre une petite heure plus tard que 3 individus sont interpellés, dont l'un des télépilotes, le responsable de la communication de la délégation sportive brésilienne, accompagné d'une assistante du comité international olympique. Il n'a pas été placé en garde à vue mais conduit au commissariat pour être entendu. Selon nos informations, le deuxième pilote est en cours d'identification. La confusion persiste sur le nombre de drones et sur leur parcours exact. La ZIT, zone d'interdiction temporaire, protège l'installation dite sensible. Elle s'étend dans un rayon de 1852 mètres, un mille nautique autour du village sur une hauteur de 244 mètres. Tout aéronef doit être autorisé par les autorités pour y pénétrer. Et Caroline Baudry pour Europe 1. Et à 3 jours maintenant de la cérémonie d'ouverture des Jeux, la pression monte aussi pour les athlètes français. L'excitation aussi. Et certains d'entre eux étaient réunis hier au Club France, là où seront fêtées les médailles françaises. Des athlètes qui ont hâte de débuter la compétition. Antoine Bienvaux est allé à leur rencontre.
Dans les couloirs du Club France à la Villette, les athlètes français affichent tous un large sourire à quelques jours seulement du début des hostilités. Car les Jeux à Paris, cela ne se vit qu'une fois, résume le handballeur français Luka Karabatic. Ça y est, on rentre dans le grand bain, même si la compétition n'a pas encore démarré, mais ça devient réel. On s'y prépare depuis tellement longtemps qu'on a conscience aussi de la chance qu'on a de pouvoir faire des Jeux dans notre pays, d'avoir la chance de jouer devant nos supporters, nos familles. C'est vraiment ça qui prévaut et qui va nous donner énormément d'énergie. Une impatience d'autant plus grande pour ceux dont c'est les premiers Jeux Olympiques, notamment un certain Antoine Dupont, très excité d'entamer le tournoi de rugby à 7 demain. Un mélange de sentiments, parce qu'on découvre aussi ce milieu, ce village olympique, cette compétition, ce que ça représente les JO. En plus, on a la chance de pouvoir le vivre chez nous, donc on sent vraiment un soutien populaire de tous les gens, les organisateurs, et on espère qu'on pourra leur rendre sur le terrain. Et tous n'ont qu'une ambition, décrocher une médaille pour la célébrer en grande pompe avec les supporters français. Antoine Bienvaux, et on connaît les noms de ceux qui porteront la flamme vendredi, dernier jour de relais. Parmi eux, Snoop Dogg, le rappeur américain, couvrira les Jeux pour la chaîne américaine NBC. Sont également annoncés l'actrice Laetitia Casta, le rappeur MC Solar ou encore l'ex-perchiste ukrainien Sergueï Boubka. Et après avoir visité le village olympique hier, Emmanuel Macron prendra la parole ce soir, sa première interview depuis les législatives. Et l'occasion pour le chef de l'État de revenir sur la situation politique du pays, lui qui a appelé à une trêve pendant les Jeux. Hier, la droite républicaine de Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau a présenté un pacte législatif d'urgence. L'idée est d'empêcher le blocage du pays sans pour autant entrer dans une coalition gouvernementale. Alexandre Chauveau, la droite républicaine propose 13 textes censés répondre aux urgences. Valoriser la France qui travaille, restaurer l'autorité et renforcer les services publics. La droite républicaine présente une série de mesures qu'elle s'engage à voter si un gouvernement venait à les reprendre en l'état. Laurent Wauquiez veut être à l'initiative. Ce pacte législatif est l'illustration de notre volonté de ne pas bloquer le pays, apporter des solutions, parce que la France ne peut pas perdre de temps. Une stratégie contestée par Éric Ciotti qui dénonce le ralliement supposé de Laurent Wauquiez à la Macronie. Le président des Républicains annonce par ailleurs l'organisation d'un vote des adhérents LR pour trancher la ligne du parti. Réponse de Laurent Wauquiez. Notre souhait, c'est nous d'être un pôle de stabilité dans un Parlement qui va en avoir besoin. Voilà. Et pas juste de faire des ruptures, des blocages, des affrontements. Et ça n'enlève rien à la clarté et à l'indépendance de nos convictions. Reste à savoir jusqu'où la droite républicaine est prête à voter certains textes. À ce stade, 3 lignes rouges sont érigées, ni hausse d'impôts, ni baisse des retraites et le rétablissement des comptes publics. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Au Royaume-Uni maintenant, après une défaite historique aux législatives, le Parti conservateur se cherche son nouveau chef. Et qui succédera à l'ancien Premier ministre Rishi Sunak? Plusieurs noms circulent. On parle de l'ex-ministre de l'Intérieur Suella Braverman ou de l'ancien ministre des Affaires étrangères James Cleverly. Les candidats potentiels ont jusqu'à lundi prochain pour se déclarer. Le vote sera clôturé le 31 octobre et le vainqueur annoncé le 2 novembre. Europe 1, il est 6h08 à Nice, moins d'une semaine après l'incendie qui a fait 7 morts. L'enquête confirme qu'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants est à l'origine du drame. 2 hommes de 25 et 21 ans ont été mis en examen. 3 autres individus sont toujours activement recherchés. Le procureur précise que les 7 morts, tous membres d'une même famille, ne sont que des victimes collatérales. 2 semaines après l'arrestation des 2 rugbymen français accusés de viol en Argentine, un rapport médico-légal a été dévoilé. Et selon ce rapport, 15 lésions ont été constatées sur le corps de la victime présumée. On ignore si elles proviennent de coups ou de pressions exercées sur la peau. L'un des avocats des joueurs dénonce une fake news totale, parle d'informations extrapolées, décontextualisées. Hugo Oradou et Oscar Gégou sont accusés d'avoir violé une jeune femme dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier à Mendoza. Eux reconnaissent une relation sexuelle mais affirment qu'elle était consentie et nient toute forme de violence. Les 2 joueurs ont été placés en résidence surveillée. Attention au ballon gastrique, c'est la mise en garde de l'Agence de sécurité du médicament après plusieurs incidents graves. Le ballon gastrique qui est utilisé par certains patients en situation de surpoids ou d'obésité pour maigrir, 10 000 ont déjà été posés, mais l'utilité de ce ballon ne fait pas l'unanimité dans la communauté médicale. Alors comment fonctionne-t-il? Quels sont les risques? Les précisions de Mélanie Gomez.
Le principe de ce ballon est simple, il réduit la place disponible dans l'estomac pour les aliments, comme un anneau gastrique, mais sans aucune chirurgie pour le mettre en place. Le patient doit juste avaler une capsule reliée à un cathéter et une fois dans l'estomac, le médecin remplit le ballon de liquide. Ensuite, au bout de 4 mois, le ballon se dégonfle et il est évacué par les voies naturelles. Sur le papier, la promesse du fabricant est belle, moins 10 à 15 kilos en moyenne, mais le problème, c'est qu'il peut y avoir de graves complications et depuis 2 ans, il y a eu 23 cas, précise Gwenaëlle Even de la NSM. C'est des complications de l'ordre d'occlusion intestinale ou de perforation gastrique qui ont nécessité parfois des interventions par voie chirurgicale. Pour nous, c'est important de s'assurer que les patients ont conscience que pendant les 16 semaines, il faut être attentif, il faut être vigilant et à la moindre alerte, aller consulter. Alors les signes d'alerte sont par exemple des nausées persistantes, des vomissements, des troubles du transit ou encore une gêne abdominale. Si l'un de ces symptômes apparaît, le patient doit voir un professionnel de santé, dans l'idéal, celui qui a posé le ballon. Mélanie Gomez, chef du service Société d'Europe 1. Et puis si vous êtes en vacances dans le Maine-et-Loire, voici une idée de sortie. Et direction l'abbaye de Fontevraud, près de Saumur. Vous pourrez y découvrir une vaste exposition dédiée à celui que l'on décrivait comme le successeur de Pablo Picasso, le peintre Bernard Buffet. En un coup d'œil, on reconnaît ses peintures, ses personnages au visage émacié, parfois austère. Bernard Buffet, médiéval et pop, c'est le nom de cette exposition à découvrir jusqu'à la fin septembre. Exposition dont Europe 1 est partenaire. Marie Jiquel. Pour installer certaines toiles monumentales de Bernard Buffet, il a fallu démonter quelques fenêtres de l'abbaye. Quelques panneaux vitrés, mais rassurez-vous, ils ont été remontés à l'identique. Les fenêtres remises en place, l'exposition peut commencer avec Martin Morillon, le directeur de l'abbaye de Fontevraud. C'était un peu le Mozart de la peinture, il a été célèbre tout de suite, il a été riche tout de suite parce que ses toiles se sont très vite vendues. Un style tailladé, un trait acéré, la première partie de l'exposition présente des toiles austères, des clowns tristes, un rhinocéros en cage, même l'Opéra de Paris a perdu ses dorures. C'est quelqu'un qui a toujours été très tourmenté, très solitaire et sa peinture s'en ressent avec des traits très durs, très hachurés. Quand on regarde une toile de Bernard Buffet, on sait que c'est Bernard Buffet. 8000 toiles éparpillées dans le monde entier, un musée au Japon et même plus récemment à la Fashion Week. Un défilé Prada. Chaque personne du défilé portait un t-shirt à l'effigie de Bernard Buffet. C'est un artiste qui revient par différents moyens sur le devant de la scène. 24 ans après sa mort, Bernard Buffet étonne encore. Un reportage de Marie Jiquel. Merci Émilie Dez, c'était votre journal, à tout à l'heure.